Le mec, on est hors caméra, hein, donc c'est pas pour du marketing. Il n'y a que moi qui vais savoir ça. Et quand il arrive, je lui dis, parce que c'est vrai, je lui dis qu'on utilise Drivey régulièrement pour nos événements, on loue des voitures. Première question qu'il me pose. Alors que le mec, il sait en plus à ce moment-là, lui il ne me le dit pas, mais il sait qu'il va vendre sa boîte 400 millions en plus. Hein. Première question qu'il me pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans mon produit? J'ai pris une tarte. Bonjour David. Salut. Merci beaucoup. Pour le coup, tu es sur ma chaîne, mais c'est toi qui me reçois. Un plaisir. J'ai pris un petit peu de recul, j'ai regardé beaucoup ton contenu. Je me pose énormément de questions. On va essayer d'y répondre pour ma communauté. Donc c'est un petit peu atypique parce que généralement, c'est très focus crypto-monnaie, analyse, blockchain. Mais les gens le savent. Les gens qui me suivent, ils me suivent parce que c'est l'entrepreneuriat en général et que j'essaye de porter certaines valeurs ou du moins une façon de faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. D'ailleurs, merci déjà d'avoir répondu présent. Est-ce que tu peux, de façon très succincte, te présenter et dire comme tu le ressens qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimes faire? La sacrée question. Ouais. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est pour ça d'ailleurs que je te montrais Michael Jordan juste avant. Je suis passionné par les personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Que ce soit le sport, l'art, l'entrepreneuriat, que ce soit dans n'importe quel domaine. J'adore comprendre comment ça se fait que deux personnes qui semblent avoir eu les mêmes chances au début, il y en a une qui se crée une vie de dingue et fait partie du 0,001% et pas l'autre. Et donc ça me passionne au point que je passe mon temps à les rencontrer, les interviewer, les étudier, lire leur biographie, regarder leurs documentaires. Aujourd'hui, même les accompagner, les aider, essayer de leur apporter le plus possible de valeur. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est décortiquer qu'est-ce qui fait qu'on est au top dans un domaine, apprendre de ça, l'appliquer dans ma vie ou dans mon business et ensuite, à partir de la synthèse de ce que j'ai compris, le transmettre au plus de personnes possible. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que je voulais servir principalement les personnes qui ont faim, les personnes qui sont ambitieuses. En fait, justement, je veux décortiquer les plus ambitieux pour aider ceux qui finalement ont le même genre d'ambition à aller le plus vite possible vers ce genre de rêve-là. D'accord. En version simple. Du coup, tu fais des conférences, tu fais des formations, tu fais différentes choses qui s'articulent autour de tout ça. Donc, en gros, là, mon activité, elle est découpée en trois parties. Une première partie qui est le coaching individuel de dirigeants. Donc, on a des programmes qui sont entre 70 000 euros et 100 000 euros l'année pour des entrepreneurs qui ont au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, je les accompagne à l'initial, je les accompagne sur leur business. Mais vu que moi, ce qui me passionne, c'est la partie psychologie, généralement, il y a des sujets autour du couple, il y a des sujets autour de la relation aux autres. Il y a un gros sujet autour du regard des autres. Parce que même si c'est des gens qui ont passé le million, ils savent que peut-être s'ils font x10, la famille va critiquer, les médias peuvent critiquer. Donc, il y a souvent des grosses questions du type confiance, regard de l'autre, savoir comment réagir. Donc ça, c'est une partie de mon business. La deuxième partie, c'est tout ce qui est formation en ligne pour accompagner les personnes justement à accomplir leurs objectifs et leurs rêves. Ce que je me rends compte qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est comment t'aider une personne à être au clair sur le plus grand rêve qui est important pour elle à 5 ans et plus. Qu'est-ce qui est important pour elle à 1 an, le plus important, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, tous les jours. Et là, ce que j'essaie le plus de faire, c'est comment t'aider les gens à tous les jours faire leur one thing, le truc essentiel qui, s'ils le font, il y a des chances que dans 5 ans, ils réalisent leur rêve. Et puis, le troisième tiers, c'est des événements. Alors moi, en ce moment, c'est des événements, des conférences. J'interviens en petite salle, grande salle, plusieurs milliers de personnes, 100 personnes. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, je le fais parce que j'ai beau faire des centaines de vidéos, tu l'as vécu, je pense, dans certaines conférences. En tout cas, moi, c'est addictif l'énergie qu'il y a dans une salle. Tu vois, je suis un mec en vidéo, je suis rarement drôle en vidéo. Tu me mets sur scène, et les gens ont du mal à l'imaginer. Sur scène, je rigole avec la salle, je fais rire la salle, je sais pas, il y a des chanteurs comme ça ou des gens dans les one-man show qui peuvent être un peu timides dans leur quotidien. Moi, je suis plutôt introverti, tu vois, j'adore être tout seul. Et tu me mets sur scène et tu as un autre David qui arrive. Je l'ai vu sur ton TEDx où tu avais interviewé un ponte du marketing aux États-Unis, 7, il me semble. Seth Godin, ouais. Là, tu m'as fait rire. Je vais mettre un extrait de ce passage-là. Donc, je me retrouve à New York. Première fois à New York, je sais pas comment je vais faire pour interviewer quelqu'un et j'obtiens l'interview avec Seth Godin, qui est un peu une légende aux États-Unis du marketing. C'est quelqu'un qui a accompagné Yahoo. À la fin de l'interview, il me dit « Quand est-ce qu'il est ton train ?» Sous-entendu, ce serait bien que tu dégages. Je suis sur le quai du train. C'est ma première interview de toute ma vie à New York, aux États-Unis.
je suis en train de réaliser que j'ai certainement raté une des interviews les plus importantes de ma vie. Ok, ça fait une super bonne introduction. Du coup, je vais orienter un petit peu le sujet de la discussion sur des questions qui m'intéressent. D'un point de vue déjà influenceur, entrepreneur, j'ai quelques réponses personnelles à venir chercher dans cette discussion. Et ensuite, quelque chose qui intéresse également ma communauté, très financier. Ok. Très l'argent, comment ça se passe, comment ça marche. Et un parallèle où je suis très curieux d'avoir ta réponse entre ton monde et le mien, qui est celui de la crypto-monnaie. Yes. Déjà, juste avant de faire ça, est-ce que tu peux me parler de ta plus grosse erreur? Il y a plein de gens qui Business. veulent savoir... en général. Alors, généralement business, parce que c'est l'angle qui nous intéresse, mais ils aiment bien savoir quelles sont tes réussites, comment... Moi, j'aime bien savoir, c'est quoi ta pire erreur? J'en ai fait plein déjà, c'est sûr. Celle qui t'a donné vraiment une clé où, si tu l'avais pas faite, on t'aurait pas donné cette clé-là. T'avais beau la prendre, t'as fait cette erreur, t'as compris. Ouais. Il y en a plein, et encore une fois, juste pour donner du contexte, il y a plein d'erreurs qui j'aurais pas pu ne pas les faire à cette époque-là avec les connaissances que j'avais, la conscience que j'avais, et elles m'ont été essentielles. Je vais t'en donner plusieurs peut-être pour que ça parle à différentes personnes. Là, la plus récente, entre guillemets, la plus récente erreur, quand je dis récente, c'est pas cette année, mais c'est dans les 4 dernières années, c'est ce que je t'ai dit justement au tout début, presque hors caméra. Tu pourras l'utiliser d'ailleurs, parce que ça filmait. Vraiment un truc qui m'a marqué dans les entrepreneurs, entre ceux qui sont en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et ceux qui sont au-dessus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. La grosse différence que j'ai vue, c'est en dessous de 10, pour faire grossier, hein, c'est beaucoup, je vais apprendre à faire moi-même, je vais apprendre à faire du montage, je vais apprendre à faire des vidéos, je vais apprendre à faire du marketing, je vais apprendre à faire du copywriting, je vais apprendre à vendre. Et en fait, tu vois, en dessous de 10, la question, c'est comment je peux faire. Ouais. Au-dessus de 10, c'est qui peut le faire. Donc, je pense que la première erreur, ça a été, enfin, pas la première, mais une des grosses erreurs, c'est de ne pas réaliser à quel point ma priorité en tant qu'entrepreneur, ça doit être de m'entourer de gens qui sont brillants dans ce qu'ils font et qui sont capables de faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Est-ce que tu as une idée sur la crypto-monnaie, un point de vue? Alors, soit, si tu n'as vraiment aucune base là-dessus, est-ce que tu as des préjugés? Si tu n'as aucune connaissance, je serais bien content de les entendre. Et si tu as quelques bases sur la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu en penses? Ton premier goût de la crypto-monnaie et de ce que tu en connais aujourd'hui? Yes. Bon, alors clairement, je n'ai pas du tout tes connaissances. Qu'est-ce que je sais de la crypto-monnaie? Alors déjà, j'ai déjà investi un petit peu en Bitcoin. Ma vision pour moi et pour les personnes qui m'entourent, qui sont importantes pour moi, c'est je considère les crypto-monnaies, spécialement le Bitcoin, dans quelque chose de volatile. Et moi, ma vision pour moi-même et pour les gens qui sont autour de moi, qui est de ne pas mettre plus de 10%, en tout cas si on n'est pas un expert du sujet, plus de 10% dans quelque chose qui est volatile. Mais pas que, si j'ai la même vision, par exemple, j'ai investi dans quelques startups, dans l'investissement de startups. Donc, je vais privilégier pour moi des investissements comme des ETF, investissements longue durée ou de l'immobilier pour ma base d'investissement. Et il y a un côté drôle et stimulant à hauteur de 10% pour moi dans les crypto-monnaies. Maintenant, je n'ai pas du tout l'expérience sur… À la limite, le Bitcoin, c'est celui que je connais le mieux. Je sais, pour avoir regardé une de tes vidéos, qu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies, certaines qui sont plus stables, moins volatiles, etc. J'ai très peu d'expérience là-dessus. Le seul investissement que j'ai fait, c'est via Revolut, parce que c'était facile. J'avais installé une ou deux applications parce que je croyais qu'on peut, enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, avoir des frais qui sont mieux que ce que propose Revolut. J'ai peu d'expérience. Par contre, comment ma vision du futur… Alors déjà, en fait, j'ai été propulsé, entre guillemets, dans le Bitcoin parce que beaucoup de mes clients entrepreneurs, du jour au lendemain, ont commencé tous à me dire « investis, investis, investis ». Et pour moi, pour le coup, qui suis fasciné de psychologie, quand tout le monde te dit de faire quelque chose, ça pue. Oui, ça. Et surtout quand des gens qui s'y connaissent rien te disent de faire quelque chose. Quand tu as des influenceurs et que tu as, je sais pas, Nabila qui commence à dire qu'il faut faire quelque chose, j'ai beaucoup de respect pour plein de choses qu'elle a fait, mais c'est pas Warren Buffett dans mon esprit, tu vois, pour l'investissement. Donc ça, pour moi, c'est un truc que j'ai observé, pas seulement dans les bitcoins, c'est que quand une masse de gens non éduqués dit tous la même chose, c'est souvent que c'est trop tard. Ouais. C'est souvent que ça pue, c'est souvent que c'est une arnaque. Et donc, du coup, j'ai plein d'amis autour de moi qui ont commencé à tous me dire, et donc quand on était, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était vraiment, ça montait, et juste après, ça s'est bien vautré. Mais ça m'a permis, par contre, de m'y intéresser, de regarder. Je crois beaucoup
aux crypto-monnaies dans le sens général, parce que pour moi, c'est l'évolution naturelle de l'argent. On est passé d'un argent qui est matériel, avec enfin même pas les épices. On s'échange des moutons, c'est quand même pas pratique de couper un mouton en deux pour faire de la transaction, à des épices qui sont quand même plus pratiques, mais quand même, on est content de ne pas avoir des épices, à progressivement le digitaliser. Pour moi, je vois pas en fait, même si les gouvernements, et ça m'intéresse quand on fera l'interview dans l'autre sens, ils essayent plein de choses parce que ça leur fait peur de limiter ça. Je vois pas comment la crypto-monnaie, peu importe la forme, peut pas arriver à prendre de plus en plus de place. Enfin, je vois pas comment c'est possible par rapport à l'évolution. On a besoin que ça aille de plus en plus vite. On est de moins en moins basé sur des gouvernements. Donc ça, c'est ma vision à moi. Je pense qu'il y a de l'argent à faire. Je déconseillerais à plein de gens de mettre plus de 10% s'ils ne sont pas expérimentés dans le domaine, qui ne se forment pas, qui ne se renseignent pas. Je déconseillerais aux gens de mettre… enfin, c'est ce que je déconseille aux gens de mettre de l'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre dans les crypto-monnaies. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Il y a un parallèle avec En fait, je crois que c'est un bon parallèle, mais c'est toi qui vas me le valider ou me l'invalider en fait. Ce qui m'intéressait beaucoup quand je me suis intéressé à ton travail, c'est globalement l'environnement dans lequel tu es. Que ce soit la vente de formation, l'éducation en général dans différents domaines. Je me dis, c'est un domaine qui est dur. De base, dès que tu proposes une formation, c'est je vous propose une connaissance que j'ai, et ça c'est mal vu dans plein de pays, mais surtout en France. On a un rapport à ce genre de l'économie de la connaissance, en fait, que je trouve pas sain. En tout cas, de mon point de vue, chacun a sa base. Et je fais un sacré parallèle avec le monde de la crypto-monnaie. Le monde de la crypto-monnaie, il y a plein d'arnaques. Pourquoi ? Parce que c'est très dur à comprendre. Du coup, les gens ne voient pas que c'est des arnaques. Et surtout, donc on arrive deep learning, intelligence artificielle, blockchain décentralisée. Waouh, ça a l'air complexe, ça a l'air sérieux. Et en plus, on connaît quelques histoires de personnes de confiance qui ont gagné beaucoup rapidement. Donc il y a tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui arrive en mode « Ah oui, tu comprends rien, c'est normal, c'est blockchain, crypto-monnaie, compliqué. Par contre, tu vas gagner beaucoup d'argent et très vite. » Et c'est parfait comme niche pour mettre une arnaque. Et quand je vois un parallèle avec le monde de la formation et tous les arnaques qu'il y a eu là-dedans, et très récemment, le fameux « La question, elle est vite répondue », je me dis comment tu arrives à maintenir cette image de qualité, comment tu arrives à développer un business et à générer un vrai flux croissant. Et quand je regarde ne serait-ce que tes ratios, je me suis dit, mais quel que soit son niveau de pertinence au gars, il ne peut pas avoir un bon ratio like-dislike dans le monde de la formation. De base, les gens vont aller le détruire. Mérité ou pas mérité. Je pensais que tu allais te faire traîner dans la boue, parce que c'est 90%. Et quand je regarde tes ratios, tes retours et les retours de la communauté, on peut mentir sur 1 ou 2 commentaires, pas sur 500, pas sur 50 000. Sachant qu'on ne supprime pas de commentaires. Hein. En plus, d'accord, bon. J'ai tendance à supprimer quelques-uns qui m'horripilent, mais globalement, j'essaye également par contre, pour être quand même complètement transparent et objectif, on a un ensemble de mots pourris qui sont dans automatiquement bannis, oui, ça voilà. C'est pareil, c'est plutôt ça. Mais quand je regarde, je me dis, mais comment est-ce que tu as fait ? Parce que de base, ton environnement a une très mauvaise image. Et je me dis, comment tu as pu… mais je comprends, ouais. Et c'est une question qui est du coup personnelle, parce que c'est ce que j'essaye de faire avec mes produits dans le monde de la crypto-monnaie. Comment garder cette image noble et ne pas se faire ternir par son environnement. Parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui fait à peu près comme toi, mais qui lui en profite avec des mauvaises intentions et qui va profiter de ces gens qui sont arrivés, qui n'ont pas compris parce que c'est ci, parce que c'est là. Comment ? Alors, j'adore ta question. Mais c'est vraiment une question pour moi. Là, ce que tu viens de formuler comme question, c'est l'obsession. Je t'ai parlé du recrutement, ça c'est ma première. Mais s'il y en a une deuxième, c'est celle que tu viens de donner en fait. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je fais ce métier à la base et je pense le faire jusqu'au dernier jour de ma vie parce que c'est une mission. C'est-à-dire que moi, je me suis détesté, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à avoir confiance en moi. Je fais ce truc-là parce que voir des gens changer leur vie, c'est mon plus gros fuel. C'est-à-dire que si un jour je suis fatigué, lire des témoignages de gens, ça me rebooste, ça me donne de l'énergie. C'est ça qui me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Et effectivement, c'est pas facile en fait d'être dans une industrie et dans un pays où tu as parlé, vendre de la connaissance, c'est déjà critiqué. Vendre de la connaissance à un certain prix, ça l'est encore plus. Et encore plus, même si j'ai un peu fait évoluer mon positionnement, vendre de la confiance et donc… Parce que la limite, vendre comment s'enrichir ou vendre comment créer son business, c'est un peu plus accepté. Je le vois quand on fait les produits business, ça crée moins de friction. Mais vendre l'idée
d'être plus confiant. En France, effectivement, ça crée de la résistance. Déjà, dans cette résistance que la France a, il y a de l'intelligence. Pour moi, je pense que l'erreur qu'il ne faut pas que je fasse, que je ne veux pas faire, que je ne veux pas qu'on fasse en équipe, c'est juste dire « ils n'ont rien compris ». Pour moi, la France, effectivement, on a un côté trop sceptique, etc. Mais il y a aussi, on a un côté intelligent dans notre côté sceptique. Et donc, j'essaie de me dire, plutôt que d'être juste en résistance avec comment fonctionne la France, de me dire, OK, comment fonctionne la France? Et typiquement, plutôt que… Comment bien formuler la question? Enfin, ma réponse. Déjà, la première chose, c'est qu'en France, on a besoin de scientifiques. Donc déjà, ce que je fais, c'est que là, typiquement, on a 2 chercheurs qui sont doctorants, enfin, qui ont un doctorat plutôt, 2 chercheurs dans l'entreprise qui travaillent dans l'entreprise pour chercher des études scientifiques, pour documenter ce qu'on raconte, pour vérifier que quelque chose que j'ai étudié et compris dans mes interviews, dans mes rencontres, est-ce que la science le valide ou pas? Et par exemple, ils ont dans leur demande d'aller aussi vérifier ce qu'il y a des études qui contredisent ce que moi je vais penser. Je vais donner un exemple concret. Quand tu regardes mes premières vidéos, je parlais à un moment donné de la loi d'attraction. Et j'étais vraiment convaincu de la loi d'attraction. Et je crois que c'est dans mon top 10 de vidéos les plus vues, il y en a une qui est là-dessus. J'y ai cru tellement que je suis allé aux États-Unis, rencontrer même des gens qui ont fait le film Le Secret et qui ont participé à faire connaître la loi d'attraction dans le monde. Ça m'a aidé en partie l'idée que, en gros, la loi d'attraction se résume à cette idée que tes pensées créent ta vie. Si tu focalises sur le fait d'être riche, tu vas beaucoup plus t'enrichir. Le problème de cette idée, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un gros fourre-tout à arnaque. Et bien, par exemple, dans ces 5 dernières années, j'ai été extrême dans chercher non pas les études scientifiques qui valident la loi d'attraction, mais plutôt toutes les études scientifiques qui vont la contredire. La loi d'attraction. Et ça, pour moi, en France, c'est un bon moyen de crédibiliser mon approche. Parce que quand tu as quelqu'un qui me voit en vidéo dire un truc et qui voit que 5 ans plus tard, je suis capable d'expliquer en quoi j'avais tort il y a 5 ans, mais pas juste j'ai changé d'avis en disant, voilà, typiquement, il y a des études qui montrent, c'est fascinant, que tu prends 3 groupes de personnes. Tu prends un groupe de personnes qui va visualiser que, par exemple, elle a réussi son bac ou qu'elle a réussi à s'enrichir ou qu'elle a réussi à apprendre une langue. Deuxième groupe de personnes fait rien de particulier. Troisième groupe de personnes, on leur demande non pas de visualiser ce qu'ils veulent, mais on leur demande de visualiser une performance passée où ils ont raté, au ralenti. Et typiquement, on se rend compte que ceux qui performent le mieux, c'est ceux qui visualisent ce qu'ils ont raté au ralenti, parce que c'est ça, c'est en le faisant comme ça que tu apprends le mieux. Typiquement, il n'y a aucune étude scientifique aujourd'hui qui montre que visualiser ce que tu veux atteindre t'aide. Par contre, il y a des centaines d'études scientifiques qui montrent que visualiser une performance future t'aide. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a une grosse différence entre, par exemple, visualiser que dans 5 ans, je vais être, je ne sais pas, le conférencier le plus connu au monde, et visualiser ma prochaine prise de parole en public, comment je vais arriver sur scène, comment je vais démarrer, comment je vais regarder le public. Tu vois, typiquement, hier, je faisais une interview qui était passionnante avec un négociateur du GIGN. Et typiquement, eux, ils visualisent beaucoup. Mais c'est pas, ils visualisent pas comment ils vont être dans 20 ans. Ouais. Ils visualisent la mission. Ils se visualisent rentrer dans la maison, ouvrir la porte, voir où est le tapis, tenir leur bouclier, foncer sur le gars, lui tirer dans la main, le mettre à terre. Et donc, la différence, on n'est pas dans une visualisation de but, mais dans une visualisation de performance. Donc, typiquement, pour répondre à ta question, au lieu d'essayer de résister à comment fonctionne la France, d'essayer de comprendre l'essence de la France, on a une pensée critique et moi, je vois de la beauté dans la pensée critique. Typiquement, j'adore les Américains parce que les Américains, ils ont l'énergie, ils ont l'optimisme, l'envie d'y aller. Mais un endroit où ils sont un peu moins bons, c'est justement d'être critique, de remettre en question. Donc, déjà, j'ai accentué ça et je vais aller encore plus loin dans les prochaines années. Là, on est en train d'écrire un livre, il va être documenté dans tous les sens scientifiquement. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, qui est que pour moi, le plus beau facteur de crédibilité, c'est pas ce que l'extérieur dit de toi, qui ne te connaît pas, c'est ce que l'intérieur dit de toi. Et l'intérieur, je ne vais pas dire que seulement tes équipes, l'intérieur, c'est tes clients. Pour moi, mon obsession,
c'est qu'on devienne meilleur sur impacter des vies. C'est-à-dire que ma réponse à un média qui me taclerait n'est pas de tacler ce média. Ma réponse à ça, c'est dire aux équipes, on va bosser 3 fois plus, 3 fois mieux, on va se réinventer pour qu'on ait une page sur notre site internet avec 35 000 rêves réalisés. Et que la seule réponse que je veux donner aux gens qui diraient c'est débile, c'est va voir ces 35 000 rêves et on en reparle. Je vais donner un exemple concret qui m'a marqué. En 2014, je me suis donné un défi qui était symbolique pour moi en tant qu'ancien timide, qui était de faire un one-man show. Quand tu es timide, raconter des blagues sur scène, c'est dans le top des trucs les plus durs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réserve une salle de 1200 personnes et j'annonce aux gens, je vais faire un spectacle. Après avoir réservé la salle, je réalise ce que j'ai fait et je me dis, oh putain, merde, j'ai pas de spectacle d'écrit. Donc, je réserve une autre salle à Paris, le Théâtre Adyar, de 380 personnes. Et j'ai un mois pour le préparer, on est en juillet et c'est le 4 septembre, la première 380 personnes. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire, donc je commence à aller dans les théâtres parisiens, les cabarets, je rencontre Norman, je rencontre tout ça, je les vois. Au final, y aller, ça me stresse encore plus que je les vois en théâtre ouvert, oser faire ça, c'est horrible, c'est bien plus dur que d'être sur scène parce que tu vas voir une audience qui ne te connaît pas, tu as 10 spectateurs qui des fois rigolent pas, c'est un gros moment de solitude. Je vois que j'ai un vrai problème, donc je m'inscris à un stage de théâtre d'impro qui a pour but de t'expliquer le théâtre d'impro. T'as charbonné pendant un mois. Le stage de théâtre d'impro a lieu, donc je prends 2 fois 5 jours, donc c'est 10 jours de stage. La fin du stage finit 4 jours avant le 4 septembre. On va finir fin août et après, 4 jours après, c'est ma première. Et quand je raconte dans le stage, on te demande pourquoi tu es là, c'est quoi ton rêve. La plupart, c'est ben voilà, ça m'amuse le one-man show, c'est un peu plus, tu vois, hobby. Et moi, j'explique que dans à peu près 20 jours ou 15 jours, je ne sais plus exactement, dans 15 jours, j'ai ma première. Et j'explique ce que je veux faire. Je dis voilà, je veux faire un spectacle, mais je ne veux pas que ça soit juste un spectacle. Je veux utiliser l'humour pour passer des messages inspirants et je veux que mon spectacle, ça soit un truc du genre j'ai failli foirer ma vie. Et en fait, je me retrouve dans un groupe de gens qui sont persuadés que le coaching, c'est débile, que le développement personnel, c'est un truc pour les illuminer et pas intéressant. Et le prof particulièrement a beaucoup de préjugés sur ce que je fais en fait. Et je le sens bien, tu vois, on est un petit groupe de 10 élèves et 10 jours comme ça, tu sais, je le vis extrêmement mal. Tu vois, je vois que quand je suis pas là, ça parle dans mon dos, ça rigole et je vais laisser passer comme ça 6-7 jours où ma chérie, elle me reconnaît pas parce que j'ai tendance à être vraiment au taquet. Et là, je rentre, je bosse pas, je fais rien, je suis une loque, tu vois. Ouais. Elle me dit, mais ça va. Et je sais plus, c'est d'être le 6-7e jour. C'est un petit théâtre qui fait même pas un cinquième de cette pièce-là, obscurité, aucune fenêtre. Et donc, pour s'aérer, on sort dehors. Et quand je sors, je vais dehors m'oxygéner. Tu as un des étudiants, enfin des élèves qui me regarde et me dit, David, il faut que je te dise en fait. Tout ce que tu fais, moi je pense que c'est de la merde, j'y crois pas. Et à ce moment-là, tu vois, je sens en fait le silence, tout le monde s'arrête dans le théâtre et il y a un grand truc, tu vois, comme si le l'abcès, il allait sortir. Et ce moment-là, tu vois, il me regarde dans les yeux et me dit, moi je pense que vraiment, j'y crois pas à ce que tu fais. Ça a été un moment hyper important parce qu'en fait, je lui dis, écoute, je vais pas essayer de t'expliquer et de justifier ce que je fais, je vais te raconter pourquoi je me lève le matin. Et à ce moment-là, j'ai parlé tellement avec mes tripes de lui raconter, en fait, je lui ai pris des exemples concrets d'enfants de 15 ans qui ne se sont pas suicidés, de personnes qui ont réalisé leur tour du monde. Et plus je parlais, plus j'avais les larmes aux yeux et je le regardais droit dans les yeux et j'oubliais en fait ce qui se passe autour. Ouais. Je lui parle juste de pourquoi je me lève le matin et pourquoi je fais ce que je fais. Déjà, le reste du stage, plus aucune remarque. 2 semaines plus tard, je regarde des listes d'inscription d'un séminaire. Je vois qu'il y avait sur les 10, 3 qui s'étaient inscrits à de mes séminaires. Dont une, et j'en parlais il y a quelques jours à Timmy, dont une qui a participé, mais à je ne sais pas combien de stages derrière. Une personne qui était persuadée, tu vois, que c'était débile, inintéressant. Et donc, pour répondre à ta question de crédibilité, moi, mon obsession, elle est simple. Si on est parmi les meilleurs pour faire ce qu'on fait et qu'on impacte des vies,
c'est nos clients qui répondent. C'est des témoignages qui répondent. Et tu vois, typiquement, la question, elle est vite répondue. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'il n'y a pas de gens pour répondre derrière en disant ben, ce gars-là, ça a impacté vraiment ma vie, en fait. Aujourd'hui, et là on en revient à un autre domaine, on repart totalement dans le financier. C'est quelque chose que je voudrais te demander du coup en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est toujours un peu particulier entre l'investissement et le placement. C'est l'une de mes dernières questions. Si aujourd'hui, tu avais un capital X, encore une fois, pas besoin de fixer un chiffre précis, c'est quoi ton investissement favori? Hormis, évidemment, il y a les investissements volatiles, les moins volatiles qui s'apparentent presque à du placement. Aujourd'hui, tu as un capital, c'est-à-dire que tu as réussi. Tu as passé, quel que soit ton domaine, quel que soit ton environnement, tu as réalisé un profit. Tu as revendu une société ou... J'ai toujours mes entreprises ou j'en suis où? Alors, on imagine que tu les as, mais on va plutôt prendre le cas d'une personne qui a atteint une certaine liberté financière, qui a réussi à avoir un revenu. On ne parle même pas de est-ce qu'elle a un revenu fixe ou est-ce qu'elle a eu un gros coup. On parle de elle a un capital, elle veut intelligemment se sécuriser. Qu'est-ce que toi, et du coup c'est très personnel parce qu'il n'y a pas une bonne réponse en fait. Qu'est-ce que toi, quels sont les 2-3 domaines, les 2-3 environnements que toi tu apprécies particulièrement? Bon, encore une fois, je ne me considère pas du tout comme un expert sur la partie financière. Hein. Mais bon, déjà, j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a dans les index et les ETF. D'accord. De manière générale, pas forcément là, maintenant, en ce moment, dans l'économie, mais de manière générale, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que contrairement aux banques et à tout un tas d'intermédiaires financiers, déjà, tu vas payer très peu de frais de gestion, frais ce que tu payes pour certains brokers ou ce que tu payes avec certaines banques, c'est incroyable l'arnaque que c'est. Donc, j'aime beaucoup déjà les fonds indiciels, les index, les ETF. J'aime beaucoup cette philosophie parce qu'en plus, non seulement quand tu passes par je sais pas, par exemple en Europe, de Giro, des trucs comme ça, tu as très peu de frais. Et en plus, si tu passes par un ETF, tu as aussi très peu de frais. Et en plus de ça, si tu prends un ETF comme MSCI World ou MSCI Europe, tu te bases sur l'évolution globale de l'économie. Et ma croyance globale sur l'humanité, c'est que l'économie, elle sera toujours en croissance. Sur le long terme, en tout cas, si on regarde les 100 dernières années et qu'on lisse sur les 100 dernières années, tu as, en fonction de comment tu regardes, entre 6 à 10% en fonction de comment tu comptes de croissance. C'est pas pareil sur le S&P 500, c'est pas pareil sur le CAC 40. Le S&P 500, il a eu plus de croissance. Donc j'aime bien cette philosophie-là parce que le seul moyen, entre guillemets, de vraiment tout perdre, ce serait que toute l'économie collapse, s'écroule. Et quand même, il y a peu de chance. Donc ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Et je l'aime surtout pour des profils comme moi qui voyagent beaucoup. L'avantage, c'est que tu as un temps de gestion de tes finances qui est de quelques heures par an. C'est pas comme l'immobilier où il va falloir soit être sur place, soit déléguer. Donc, tu peux le gérer depuis ton ordinateur, sur la plage, à l'hôtel, depuis n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est un de mes favoris. J'aime beaucoup. L'immobilier, c'en est un deuxième que je trouve vraiment cool, que je commence tranquillement à apprivoiser. Déjà, je pense que pour beaucoup de gens, tu as un truc que tu touches, tu le possèdes. Si tu investis sur des endroits où l'emplacement il est stratégique, même si tu t'investis au pire moment, c'est difficile de tout perdre. Tu investis dans un endroit qui a une super vue, il y a un super emplacement dans une ville qui est déjà porteur. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une rentabilité qui est énorme, mais au moins déjà, il y a peu de chances de tout perdre. Encore une fois, ça dépend de quand tu investis. Ça serait mes deux véhicules relativement sécures. Après... Un risque. Un risqué, c'est ça? Non, après, dans les deux qui m'amuseraient le plus pour la partie plus risquée, j'aime bien l'idée d'investir dans des startups parce qu'il y a un côté humain, c'est-à-dire que du coup, tu n'investis pas seulement dans... Tu vois, quand tu investis dans un ETF, c'est très froid en soi. C'est-à-dire que tu as un chiffre sur ton compte. En plus, vu que tu n'as pas d'entreprise, tu investis. Si à la limite, ce qui est moins froid, c'est que tu investis sur l'humanité. Voilà, si on voulait Mais l'avantage, c'est que tu peux, du coup, dans l'investissement dans une startup, tu peux investir dans un entrepreneur ou dans un collectif d'entrepreneurs auquel tu crois. Donc ça, j'aime bien. La crypto-monnaie, ça ferait partie. Ça serait mon deuxième dans les investissements un peu plus
un peu plus risqué. Et ça s'arrêterait là, en sachant que le 5e, ça serait aujourd'hui, pour moi, l'investissement le plus stratégique, ça serait pour l'instant d'investir sur moi. C'est-à-dire dans mes propres entreprises. Tout à fait. C'est le truc sur lequel j'aurais voulu rebondir au début et dire que la plupart des entrepreneurs, ils donnent exactement cette réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais plus de fuel, ben, je le mettrais dans ce que je suis en train de faire parce que c'est là où je me consacre à fond, j'ai besoin de plus de moyens, je veux me développer. Mais par contre, je vais nuancer ce que je vais dire, parce que je ne voudrais pas qu'on entende de ce que j'ai dit, que je ne mets pas de valeur sur ce que j'ai dit avant. Parce que typiquement, tu vois, si tu m'avais posé la même question il y a 4-5 ans, j'aurais eu 0 réponse, parce que j'avais aucune réponse sur la partie investissement. Par contre, aujourd'hui, je conseille à tout entrepreneur qui a dépassé au moins le million d'euros de chiffre d'affaires de s'intéresser à d'autres véhicules comme l'investissement en bourse. Je ne parle pas du trading quotidien qui est pour moi un métier. Hein. Je parle de l'investissement long terme ou l'immobilier. Je conseillerais à tout le monde de s'intéresser à au moins ces 2 véhicules parce que se lever le matin et te rendre compte que tout ton argent et toute ta sécurité et la sécurité de tes équipes et la sécurité de ta famille est basée uniquement sur ta tête et que même des boîtes légendaires comme Kodak, comme Blockbuster ont pu s'écrouler et qu'il peut avoir un changement de conjoncture économique, social, sanitaire qui change les règles du jeu. Le jour où je me suis levé le matin et je me suis dit, David, en fait, demain, tu tombes malade. Tu as un accident, en fait, tu mets tout le monde en danger parce que le seul investissement, il est sur toi. Ça a été un déclic de me dire, au moins, fais en sorte d'avoir une partie de l'investissement pour que justement, je puisse avoir une forme de sécurité. Et je pense en plus, paradoxalement, que l'argent qui n'est pas réinvesti, mais qui est investi à côté, te rend meilleur dans ta boîte parce que tu es moins en mode… ça te donne une sécurité mentale, ça te permet d'être un peu moins en mode court terme et plus long terme. Parce que quand justement, tu n'as rien à côté, ça te met en mode il faut agir vite, ce qui est super au début parce qu'il faut… T'es dans l'action. Ça donne une super énergie de ne pas avoir le choix en fait. Ouais, pas avoir le choix. Mais après, au début, au bout d'un moment, tu es beaucoup plus récompensé par ta capacité à être malin que ta capacité à être bourrin. Ouais, tout à fait. Okay. Et pour être malin, tu as besoin d'oxygène. C'est-à-dire que si tu es en train de suffoquer, tu peux pas être malin. Et avoir une sécurité financière. Donc ça commence déjà, je dirais, par le premier investissement, c'est se construire une trésorerie. Je pense que c'est le premier, même s'il ne te rapporte rien, voire même il t'en perd. Parce que si on prend des trésoreries d'entreprise, tu es à moins de 2%, tu es moins de l'inflation. Donc je pense que le premier investissement, moi, qui m'a soulagé, c'est d'arrêter de tout réinvestir et commencer à me dire, je prends une partie de mon argent et je le mets en trésor. La plupart des grosses boîtes, Apple, Microsoft, ont une quantité de cash qui est surréaliste. Et justement, le cash, ça te permet de vivre un événement comme le Covid. Tu vois, moi, 50% de ma boîte, il y a 6 mois, c'était événementiel. Si on n'avait pas de trésorerie, en fait, juste tu pleures. Et quand tu pleures, tu n'es pas forcément le plus malin pour trouver des manières de te réinventer. Là, si on continue, on va certainement faire notre meilleure année alors qu'on a démarré les 6 premiers mois avec la moitié du corps qui est découpé. Ouais, d'accord. Et donc, ça a été possible parce que les premiers temps, je n'ai pas eu besoin de dire à l'équipe, je ne vais pas pouvoir vous payer. Non, parce que les premiers mois, ça veut dire on prend sur la trésor. Donc, premier investissement pour moi, c'est la trésor. Et ensuite, de voir comment immobilier, comment je peux investir dans des choses de long terme. Moi, je suis très fan des ETF parce que tu as besoin de peu de connaissances. Tu vois, c'est pas comme investir dans Total ou quoi, où il faut vraiment te renseigner et comprendre le marché. Et progressivement, pour moi, une fois que tu as fait le bas de la pyramide, j'irai dans du plus en plus volatile, risqué. Et qui dit risqué dit aussi plus de potentiel. Ça, c'est mon approche. Mais j'attends tes conseils pour ton expertise dans le second tour. Quoi qu'il arrive, le truc où tu as raison, et c'est la base même, parce que c'est drôle, mais c'est comme dans tous les domaines. On peut apprendre les bases en quelques minutes, mais il faut une vie entière pour performer. Dans le monde de la finance, la diversification. C'est la seule chose que j'avais compris jour 1. Enfin, je l'avais compris. Il y a entre le comprendre et l'appliquer, c'est encore une vie, mais c'est le seul truc qu'on m'a dit dès le début, et où plus j'apprends, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est vrai. C'est vraiment la diversification, et donc, au début, des investissements qui sont plus des placements, et qui vont évoluer vers du risque, vers des domaines qu'on connaît, vers des endroits où on peut se permettre de risquer, toujours sous les 15% du capital. Donc pour le coup,
finalement, il n'y a peut-être pas tant que ça de choses à t'apprendre sur le monde de la finance et des investissements. Non, par contre, j'ai beaucoup à apprendre. C'est sur le fonctionnement de la blockchain, des différentes crypto-monnaies. Voilà, pour l'instant, clairement, je suis un bébé Ça, là-dedans. c'est sûr. Une toute dernière question, du coup, qui était un petit peu dans mon fil. Tu as interviewé beaucoup de personnes. Ouais. Tu as vu des personnes qui n'ont pas les mêmes religions, les mêmes cultures, les mêmes bases, la même éducation, le même langage. Est-ce que, et il faut essayer de répondre le plus court possible, parce que Je suis désolé. plus tu donnes du détail sur ça, moins du coup, tu vas être contraint de choisir une valeur. Ok. Qu'est-ce que tu as reconnu chez toutes ces différentes personnalités, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, une seule chose qui, même s'ils sont tous différents des uns des autres par nature, une chose qui relie toutes ces personnes. Elles le font toutes avec une énergie, un sentiment, une base, un truc que tu as retrouvé chez tout le monde, chacun à sa façon, mais tu l'as retrouvé. Une. Une. C'est dur, hein. J'ai mon pari. Je vais pas pouvoir t'en donner une, mais je peux t'en donner. Allez, tu peux en donner 3. Donne-les-moi. Mais c'est la première que tu vas dire de toute façon qui va être. Tu as coupé Eh oui, le je reste. suis obligé. Je t'ai contraint. Ouais, les 3 choses qui reviennent vraiment de manière fascinante. Et plus ou moins chez tout le monde. Mais je dirais 90% les 3. Et 99 en ont 2, 100% en ont une des 3. Je vais t'en donner quand même 3 parce que c'est important. La première, et ça c'est vraiment, vraiment fascinant, c'est que j'en connais aucune qui n'a pas une faculté remarquable à transformer ce qui lui arrive en une opportunité. Mais ça va largement au-delà d'être positif. Ça va largement au-delà de est-ce que je vois ce qui est beau dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une faculté à prendre un problème et à en faire son avantage. Je vais te prendre un exemple business. Avis, société de location de voitures. Pendant des années, ils galèrent, ils ont Hertz en ennemi qui prend toutes les parts de marché. Un jour, ils se rendent compte, et ça, j'adore ce truc-là, ils vont se dire, mais c'est quoi notre plus gros problème? Notre plus gros problème, c'est qu'on est numéro 2. Et numéro 2, de base, tu vas te dire, c'est un problème parce que les gens veulent le numéro 1. Et de cette réalisation-là, ils vont retourner leur problème et ils vont créer une campagne de pub. We are number 2, that's why we try harder. On est numéro 2 et c'est pour ça qu'on fait plus pour vous, hein, qu'on donne tout pour vous. Cette campagne, elle va exploser leurs chiffres. Parce qu'ils vont retourner leurs problèmes en leur plus gros avantage. Dans mon cas, et ça va vraiment te parler, j'ai démarré jeune et en plus je faisais plus jeune que mon âge, j'étais pas du tout crédible. Pendant longtemps, mon âge était mon problème dans ma tête et dans la tête des autres. Jusqu'à ce que je me demande, mais mon âge, en quoi c'est une opportunité? Et l'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, tu as 3 types de personnes. Tu as la première, on pourrait séparer le monde en 3. Au moins 50% des gens, quand ils ont un problème, c'est un problème. Donc, c'est limitant. Et donc, du coup, ça les freine. Ils ne sont pas nés dans le bon contexte économique, pas nés dans la bonne conjoncture, pas nés avec les bons parents, pas nés avec la bonne couleur de peau. Ça les freine. Au moins 50% des gens vont vivre avec ce problème-là. Tu en as peut-être 35, 40% qui vont positiver. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'accepter le problème, de passer outre le problème. C'est-à-dire, mon âge, ce n'est pas ce qui compte, mon âge, ce n'est pas ce qui compte. Et ils vont avancer. Et ceux-là, ils ont déjà plus de résultats. Mais le top 10%, ils font quelque chose qui est encore différent. C'est pas seulement ils l'acceptent. Parce que l'accepter, il y a un peu ce côté, bon, pas de bol, mais je vais quand même y arriver. Non, c'est même pas de bol. Ils vont le retourner. Tout n'est qu'opportunité, quoi. Et ils vont en faire quelque chose. Ils vont en faire une opportunité. Tu vois, ça va être le… Mais c'est drôle parce que tu en parlais quand tu disais l'ego, tout ce qui t'avait bloqué, tout ce qui t'avait freiné. Si quelqu'un te critique, tu vas pas critiquer aussi pour essayer de rétorquer. Et au contraire, ça t'a touché, ça t'a blessé. On a une bonne raison de travailler, on va se lever plus tôt et on va faire ça plus fort. Et je vois ça comme mettre l'ego en moteur. Et c'est un truc qui au début m'avait fait beaucoup de mal. Et mon frère me l'avait dit un jour. On m'avait commenté sur une de mes prises de parole en me disant il est pas bon, il tient pas droit, il est… Et moi j'étais là, je fais il faut qu'on se venge, je vais les trouver. Et puis il fait non, t'as 2 moyens. Soit c'est une pierre, tu la laisses derrière toi et tu vas la tirer toute ta vie. Soit ce coup-là, tu vas travailler plus dur, tu vas le mettre devant toi et c'est un moteur, le truc qui va te tirer. Et c'est ce que j'ai l'impression de voir dans ce que tu me dis. C'est la capacité de… Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais, c'est juste une vie. Alors à un moment, on y va. Et puis on doit faire avec tous les éléments qu'on a. Et c'est ce que je ressens dans ce que tu viens de me dire. C'est ça, et pour bien l'appuyer, en plus de on y va, c'est je vais en faire quoi? C'est-à-dire que par exemple, tu vois, c'est…
là, il y a le Covid. Il y a des entrepreneurs, ils vont devoir licencier une partie de leurs employés. Et tu vois, juste avant toi, j'étais en interview avec le fondateur de Feed. Je sais pas si tu vois qui. Donc voilà, Tout à fait. une boîte qui croit. Et tu vois profondément en lui, il y a deux manières de. On pourrait se dire, putain, bah, on licencier, c'est dur, on va avancer quand même. Non, c'est pas on va avancer quand même. Il y a un truc très profond en lui que le Covid rend la situation économique pour lui difficile, l'amène à prendre une décision stratégique qui est de licencier. Mais licencier Pourquoi? est le plus beau cadeau pour sa boîte parce que ça va augmenter la densité de talent dans la boîte. C'est-à-dire que on sépare de qui en premier? De ceux qui sont le moins talentueux ou en tout cas au moins de ceux qui sont le moins impliqués, motivés, inspirés par la mission. Et donc c'est de ce truc-là, il va en faire une opportunité. Ça va aller plus loin parce que du coup, il est en interview avec moi et il va commencer à storyteller son problème. Ouais. Et certainement, il va aller plus loin au sein de ses équipes. Au lieu de dire bah, putain c'est la merde, on est en difficulté, bah, de dire ouais c'est dur, c'est la guerre, mais de cette guerre on va tout déchirer. Et le truc qui était censé nous créer un problème va s'avérer être un moteur pour l'équipe. Donc ça c'est le numéro un. Les gens que je rencontre, j'interviewe, ils ont un truc qui est incroyable dans cette capacité à utiliser ce qui leur arrive en une opportunité. Et on pourrait synthétiser cette idée avec l'idée de voir l'autre côté de la pièce. Mais voir l'autre côté de la pièce, c'est plus profond que juste voir comment je transforme les opportunités. Ce qu'ils sont capables de faire et qui là est moins intuitif, qu'on a un peu évoqué au début de l'interview, qui est être capable de voir les inconvénients dans une opportunité, d'être capable, par exemple, quand ils recrutent, tu vois, ils vont être capables de voir les deux côtés de la pièce dans leurs décisions. Ça soit quand il y a un truc qui est galère, en quoi c'est une opportunité, qu'est-ce que je peux en faire. Quand il y a un truc qui paraît surexcitant ou sexy, de dire attends, c'est quoi le problème là-dedans et avoir une pensée qui est plus critique, tu vois, et pas juste prendre les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est la première. Voir les deux côtés de la pièce. Je me suis trouvé excellent aujourd'hui. Ok, où est-ce que j'ai été nul? Ça va me ramener au centre. Je me suis trouvé nul aujourd'hui, où est-ce que j'ai été bon? Ça va me ramener au centre. Donc ça, c'est le premier. Et vraiment faire une lecture complète en fait, pas regarder que ce qu'on voit et vraiment regarder qu'est-ce qui se passe factuellement. Exactement, factuellement et en quoi c'est une opportunité dans les deux cas. Ok. Tu vois, j'ai foiré ma prise de parole en public, en quoi c'est une opportunité? Comment je vais l'utiliser? Mon TED, je suis pas content. Comment je l'utilise pour faire preuve d'humilité et embarquer mes équipes en leur montrant que leur dirigeant, il sait rater et comment il transforme. Et du coup, mon TED raté devient une opportunité de mobiliser mes équipes, par exemple. Tu vois? Et on peut en prendre plein des exemples comme ça. Ça, c'est mon numéro 1. Le numéro 2, c'est à quel point ils font profondément, pas forcément tout de suite, mais de plus en plus, ce qui est en accord avec qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Tu vois, quand tu prends Darwin, qui est considéré aujourd'hui comme un des plus grands scientifiques de l'histoire, Darwin, son père disait à Darwin qu'il allait devenir pas grand-chose parce que scolairement, il n'y arrivait pas. Et en fait, Darwin, depuis sa tendre enfance, la seule chose qui lui donne de l'énergie, c'est se balader en pleine nature et récupérer des éléments de la nature, que ce soit des cadavres d'animaux ou des plantes ou des morceaux d'arbres. Il les ramène, il les collecte. Aux yeux de son entourage, c'est un fou. Pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de sens et va être rémunéré pour récupérer des cadavres de chats, de chiens et les disséquer. Des petits, hein. Ça paraît pas lucratif. Son père s'inquiète pour lui, il se dit mon fils il va devenir à moins que rien et il le force à faire des études de je sais pas quoi. À ce moment-là, il voit une annonce, alors je sais plus que j'ai tendance à le projeter dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est sûr que c'est pas sur les réseaux sociaux, mais il est au courant d'un projet qui consiste à faire un tour du monde en bateau dont les chances de survie sont très faibles à l'époque, non rémunéré, et dont le projet consiste à aller à plein d'endroits dans le monde découvrir les éléments de la nature. Et là, il ne sait pas pourquoi, il dit à son père, et donc il défie l'autorité de son père. À l'époque, en plus, on est beaucoup plus dans tu fais en fonction de ce que tes parents ils veulent de toi. Hein, et il décide d'aller faire ce voyage non rémunéré. Dans ce voyage-là, contrairement d'habitude, il ne se reconnaît pas lui-même. Il ne compte pas les heures. Il bosse comme un malade. Il passe des heures à prendre des coquillages et des objets. Et un jour, il est en haut d'une montagne, dans je ne sais plus quelle partie, je crois d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud. Il est en haut d'une montagne
Et vu qu'il collecte des objets de partout du monde, il se dit, mais comment ça se fait qu'il y a des objets, enfin des éléments que d'habitude je retrouve vers la mer. Et là, il se dit, putain, mais ça veut dire que peut-être fut un temps, en haut de cette montagne, il y avait de l'eau. Ça peut paraître basique pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, ça remet en question une pensée énorme qui est qu'à l'époque, la Terre a été créée en 7 jours par Dieu. Si la Terre a été créée en 7 jours par Dieu, Dieu ne s'amuse pas à mettre l'eau et l'enlever. Et en fait, ce qui va s'avérer devenir un homme qui va révolutionner l'histoire, c'est parce qu'à la base, il a fait quelque chose dont il était profondément amoureux. Marie Curie, qui va révolutionner comme ça, en plus en ce moment on est en plein dans tout ce qui est chimique, médical. Quand elle passait dans la rue et qu'elle voyait des instruments de chimie, elle était touchée, elle pouvait juste regarder ça pendant des heures. Einstein, scolairement, pas terrible que ça. Mais tout ce qui est objet magnétique, c'est-à-dire tout ce qui est un truc qui bouge un autre objet sans que tu puisses voir ce qui se passe, c'est-à-dire typiquement un aimant, ça le fascine. Et c'est ça il va se dédier là-dedans. Il aurait pu être un scientifique certainement moyen partout, mais il s'est mis là où il adorait. Steve Jobs, tu prends Steve Jobs, il avait un amour du design. Tu demandes à Bill Gates, donc deux domaines, enfin même domaine informatique, demande à Bill Gates de réussir en prenant la voie de Steve Jobs. Jamais ça marche, parce que il a mis qui il était dans l'informatique. Et il dit lui-même, si j'avais pas pris ce cours de calligraphie où à l'époque les gens me disent mais ça n'a rien à voir avec ton projet, c'est du temps perdu, et qu'il n'avait pas fait ce cours de calligraphie pour comprendre comment tu fais une belle police, il n'aurait pas pu créer les fontes, les polices sur l'ordinateur, et il le dit lui-même, hein, les fontes ont participé au succès d'Apple. Donc le deuxième, c'est à quel point les gens qui réussissent sont des radicaux sur qui ils sont au fond. Tu vois, tout à l'heure, le fondateur de Feed, il me disait, voilà, au début, j'essayais de faire des trucs un peu gentillets pour m'adapter à ce que veulent les gens dans mon business. Et j'osais pas mettre des musiques comme les musiques que j'écoute, Booba, du rap. J'osais pas assumer à ce point le côté guerrier, violence. Et en fait, ils ont décidé dans leur branding d'assumer qui il était au fond, ce côté violent, ce côté rassembler une masse de gens, parler aux personnes qui ont grandi avec rien, qui ont grandi sans argent, qui partent de rien, qui n'ont pas eu les ressources financières ou éducatives pour réussir. Et il assume ce truc fortement. Et comme il dit, je vends plus des bars pour manger. Ça devient une mission, ça devient un mouvement, ça devient un Martin Luther King. Donc ça, c'est un truc qui est fascinant, c'est que les gens qui cartonnent, ils y arrivent parce qu'au fond, ils se créent une vie qui est vraiment en accord avec qui ils sont. Toi, ça marche pour toi à ton âge parce que t'as écouté ce truc-là, comme tu me l'as dit hors caméra, ce truc, tu voulais générer de l'argent, t'es allé vers ce truc-là, tu t'es écouté, tu aurais pu te juger, tu aurais pu essayer de faire comme d'autres, tu aurais pu te dire, tiens, sur les réseaux sociaux là, qui font tel truc ou tel truc. Mais non, tu es parti dans ta direction et c'est entre autres pour ça que ça marche. Et la capacité à faire ça toute sa vie fait que tu continues de cartonner. Parce que le risque, c'est qu'au début, tu t'écoutes, tu fais en fonction de toi. Mais tu t'éloignes de... Ouais. Ça se met à marcher, sauf que toi, tu changes et tu arrêtes de te réinventer. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est à quel point les gens se remettent en question et sont capables, et ça, c'est peu de gens qui sont capables de faire ça. Il y a une étude qui m'a perturbé, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce qu'en fait, tu as toute cette pensée, avec plein de documents scientifiques et de livres, qui dit que quand tu manages quelqu'un ou quand tu coaches quelqu'un, il faut le valoriser, il faut l'encourager, il faut lui dire que tu crois en lui. Quand tu es un parent, il y a toute cette pensée positive, l'éducation positive, de dire à ton enfant qu'il a du potentiel, qu'il va y arriver. Et de l'autre côté, quand, tu vois, quasiment 100% des entrepreneurs que j'ai interviewés, ils ont une obsession à recevoir de la critique. Ils ont une obsession à qu'on leur dise les choses. Le feedback. Oui, le feedback, mais pas que le feedback agréable. Évidemment. Et à la limite, plus c'est hard, plus c'est rapide, plus on gagne du temps, plus ça m'arrange. Je donne un exemple concret. Fondateur de Drivey, aujourd'hui GetAround, il a vendu sa boîte 400 millions. Le mec, on est hors caméra, hein, donc c'est pas pour du marketing. Il n'y a que moi qui vais savoir ça. Et quand il arrive, je lui dis, parce que c'est vrai, je lui dis qu'on utilise Drivey régulièrement pour nos événements, on loue des voitures. Première question qu'il me pose. Alors que le mec, il sait en plus à ce moment-là, lui il me le dit pas, mais il sait qu'il va vendre sa boîte 400 millions en plus. Hein. Première question qu'il me pose, c'est qu'est-ce qui va pas dans mon produit? J'ai pris une tarte.
J'ai pris une tarte ce jour-là de me dire, attends David, toi-même, tu poses pas à ce point cette question-là. Tu vois, il va démarrer une interview, sa question, c'est qu'est-ce qui va pas? Et en plus, il est sur le point de la céder. Donc il est. Oui. C'est même pas. Ouais, c'est. Comment j'aurais pu faire mieux, quoi. C'est ça. Toujours. Et ce truc-là m'a fasciné au point que j'ai commencé à devenir un gros casse-couille avec mes clients et vraiment dur, tu vois, en leur disant des trucs durs. Et j'ai commencé à me rendre compte que sur certains, quand j'étais dur avec eux, ils se révélaient. D'autres, ça les aidait pas. Et j'ai commencé à me dire, mais du coup, comment je m'y retrouve entre ces deux mouvements, l'un qui consiste à valoriser et l'autre qui consiste à être plutôt critique. Ça dépend des gens. En fait, et donc j'ai trouvé une étude qui m'a donné un framework, c'est que ça dépend où tu en es dans le projet. Quand tu es au tout début d'un projet, c'est un petit peu comme une petite fleur qui est fragile. Ce que tu as besoin, c'est qu'on te dise « tu vas y arriver ». Tu n'as pas besoin qu'on te dise si on prend le basket, tu vas te blesser, si on prend l'image que je t'ai montrée, tu vas te blesser, ça va faire mal, tu vas être critiqué, tu vas plus en pouvoir, des gens vont te détester. Tu n'as pas besoin d'entendre ça. Pas trop de vérité d'un coup. Pas trop de vérité. À la limite, il vaut mieux qu'on te vende un fantasme. Le basket, c'est incroyable. On va parler de toi, tu vas être une légende. Parce qu'au début, la fleur, elle est fragile. Et au début, tu as juste besoin d'y aller. Mais au bout d'un moment, y aller, ça suffit pas. Parce qu'il y a tous les autres qui y vont aussi. Et en fait, plus tu deviens bon et plus tu es un expert, plus tu as besoin d'inverser la mécanique et d'entendre ce qui va pas. Et ça m'a vraiment donné un framework qui m'aide du coup avec le client. Quand j'ai quelqu'un qui est déjà au top dans ce qu'il fait, d'orienter plus autour de ce qui va pas dans ce qu'il fait, dans sa prise de parole en public, dans sa manière de s'exprimer, dans son organisation, dans son management, dans son recrutement, dans son marketing, parce que c'est ce qu'il a besoin d'entendre. Et à l'inverse, si la personne est dans un début de projet, d'être plus orienté sur ce qui va. En sachant que dans tous les cas, c'est juste le ratio. On va peut-être faire 80% de ce qui va pas, 20% de ce qui va pour ceux qui sont déjà experts. Et là, du coup, 80% de ce qui va, 20% de ce qui va pas, parce que c'est essentiel, comme on l'a vu avec l'étude, de voir les endroits où tu rates. Mais on va mettre une grosse couche de « t'y arrives, bravo, c'est super ». De 80%. Exactement. Tu vois, c'est comme un enfant. Quand ton enfant il apprend à dessiner, c'est pas le moment de lui montrer le dessinateur, le meilleur de la planète et dire « t'as vu de la merde que t'as fait à côté de… » Non, au début, il faut applaudir, bravo, yes, t'as fait même si c'est pas incroyable, tu vois, t'as besoin de ça. Par contre, si ton enfant il a 35 ans et qu'il continue de dessiner comme à 8 ans et tu continues de dire bravo quand il fait des trucs de merde, là tu le desserres. Et ça, c'est un truc que les parents, formateurs, entrepreneurs, coachs comprennent pas. C'est que quand la personne, elle est déjà bonne, lui rappeler qu'elle est bonne, tu la desserres paradoxalement. Et c'est justement en lui rappelant les endroits où ils sont nuls. Et d'ailleurs, pour faire l'écho avec les commentaires, ce qui est génial dans YouTube, c'est que tu as des formateurs gratuits. C'est-à-dire tes haters, même si parfois ils y mettent pas la forme et ils t'insultent. Moi, par exemple, j'ai eu des fois des trucs, tu mérites pas de vie, va te faire foutre, va te enculer, etc. Mais dans tout ça, il y a souvent des trucs intéressants. Moi, par exemple, il y a eu des commentaires du type « David, tu as dit ça, ce truc-là, or il y a telle étude qui dit le contraire, tu es un blaireau ». Le blaireau, c'est pas important que j'y mette de l'intérêt. Par contre, c'est qu'ils disent avec tant de certitude qu'il y a une étude qui dit que c'est faux et sur le coup, mon ego, il décède. Mais prendre le temps d'aller voir ce qu'il dit, voir qu'il n'a pas complètement raison, mais voir qu'il y a un fond de vérité, il m'a plus fait grandir que le commentaire qui dit « Ah David, incroyable ce que tu as dit, c'était génial ». Donc, tu vois, typiquement, plus tu progresses, plus tu as intérêt à faire en sorte de recevoir du feedback critique, négatif entre guillemets, parce que c'est ce qui va te permettre en tant qu'entrepreneur de te séparer de la concurrence. Ok, j'avais parié sur celle du milieu. Pour le coup, une chose que j'avais vraiment décelée, c'est que tu peux pas y mettre autant d'énergie. 90 heures par semaine, week-end, des jours fériés. Tu peux pas t'acharner juste pour réussir. Non, tu peux t'acharner à être toi. Ça marche. Yes, tu peux le faire longtemps, mais tu peux pas t'acharner à faire un truc qui n'est pas toi juste parce que tu sais que tu vas réussir. Et pour bien appuyer ce truc-là, parce que je pense que le problème de ce conseil-là, c'est que tu peux paraître un peu basique. Fais ce que tu aimes. Ouais. Mais en fait, faire ce que tu aimes, c'est hyper subtil. C'est-à-dire que tu peux dire, par exemple, je veux, imaginons, je pense dans ton audience, il y en a, je veux réussir, je veux par exemple faire comme lui, créer une chaîne YouTube sur les crypto-monnaies. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que il y a 1000 manières de faire un projet dans un même domaine. Ouais. Et il ne s'agit pas seulement de se dire c'est YouTube et les crypto-monnaies que j'aime. C'est d'aller vraiment à un niveau plus subtil, de dire c'est quoi qui m'éclate, c'est quoi le ton de ma chaîne YouTube, c'est quelle audience, c'est comment on va s'exprimer, c'est quel format, quel contenu, pour quel message.
Et c'est tous ces détails-là qui vont faire que tu vas passer de « c'est cool » à « putain, j'ai envie d'y aller ». Par exemple, moi, le simple fait d'avoir posé à plat « je veux me dédier aux gens qui ont faim, je veux me dédier aux gens qui sont ambitieux ». Le fait d'avoir posé ça, ça a monté mon énergie par 10 parce que d'un coup, j'avais une image concrète de la personne. La personne qui m'écrit en disant « Ah David, ouais mais c'est pas facile, est-ce que tu conseilles ?» En fait, avant, ça m'emmerdait. Aujourd'hui, la personne qui écrit ça, je m'en fous. En fait, le sujet, c'est pas que c'est difficile ou pas. Je veux aider des gens qui veulent se dépasser, qui veulent réussir des grandes choses. Et donc, pourtant, c'est le même projet. J'ai juste rajouté ambitieux dans mon projet pour retrouver de l'énergie. Et donc voilà, ce truc-là, c'est pas seulement fais ce que t'aimes en mode oui, je veux réussir sur YouTube ou je veux faire de la crypto ou je veux voyager. Non, voyager, c'est large. Entre voyager parce que tu veux aller en Amérique du Sud, entre voyager et dire l'Amérique du Sud et dire non, en fait, ce que je veux, c'est aller en Amérique du Sud et découvrir les bâtiments d'Amérique du Sud et l'histoire des bâtiments. C'est pas le même voyage que la personne qui va dire je veux découvrir la culture. Ou une autre personne qui dit je veux voyager tout seul. Ou l'autre qui veut dire… Mais c'est un arbre sans fin en fait, c'est tout le temps des infinités. Et c'est ce que je vois des fois dans le business, en mode des gens qui essayent de se concurrencer. Mais on est dans un domaine qui est en pleine expansion. Il y a 5 nouvelles idées tous les jours, 4 qui sont rentables. Et vous copiez. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Pourquoi vous trouvez pas votre chemin et pourquoi vous voulez… Et c'est fou de voir la multitude de possibilités et de se rendre compte qu'en réalité, il n'y a jamais une bonne réponse. C'est clair. Et ça, c'est… Enfin, en tout cas, il y a différents éléments de réponse dans ce point-là. Et ça, c'est laquelle, celle des 3 où certains ne l'ont pas? T'as dit, parce que du coup, tu me l'as décoté, t'as dit ouais, 90% en ont 2. En fait, celui que tu vois le moins souvent, que t'as perdu de temps en temps, c'est lequel? Ça va être plus la remise en question? Ou ça va être plus le feedback Parce que je pense que celle qui est presque là tout le temps, c'est de faire ça avec amour. Enfin, on peut en retrouver à certains hauts niveaux, mais ils ne durent pas. S'ils sont vraiment à un haut niveau de performance, de business, d'entrepreneuriat, et depuis longtemps, j'ai encore jamais étudié d'entrepreneur qui n'aimait pas ce qu'il faisait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des phases. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui réussissent sur le long terme à très haut niveau qui n'ont pas les 3. Okay. En fait, c'est des phases. C'est-à-dire que, par exemple, pour réussir ta première réussite, comprendre tes biais cognitifs, c'est pas le plus important au début. Mais ce qui va se passer, c'est que plus tu vas réussir, plus tu vas avoir des gens qui te disent « Waouh, David, t'es incroyable ». Et plus là, ça va être important Tu vois, c'est une chose d'avoir un single et un tube qui cartonne. C'est une autre chose d'être capable de créer des tubes toute sa vie. Et donc, elle est complexe ta question. Pour moi, j'ai tendance à penser comme un système. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut les enlever réellement. Tu vois, c'est-à-dire que… Et puis de toute façon, c'est jamais 0 ou 1. C'est toujours un curseur de plus ou moins, quoi qu'il arrive. C'est clair. Mais faire ce que j'aime, c'est sûr que c'en est un énorme… Ah, c'est trop dur, j'y arrive pas. Ok. Bah, écoute, ça fait déjà une réponse bien complète. Et j'aurais pas été capable de donner autant d'éléments, mais c'est vrai que… Waouh. Quel âge tu as? J'ai 31 ans. Ok. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Pour le coup, ça me plaît parce que c'est des sujets qui me plaisent. Parce que c'est des sujets où j'ai l'impression de prendre du recul. On arrête de penser un peu c'est quoi ton produit, c'est quoi ton projet, c'est quoi ta marge. Non. T'es qui? Qu'est-ce qu'on fait ceux qui ont réussi? Pourquoi? Comment? Quand? Prendre du recul. C'est ça qui me fait grandir. Donc je te remercie car c'est pas uniquement pour ma communauté que je vais faire ce contenu. C'était aussi pour moi. Et c'est à force de rencontrer des gens comme ça que je finis petit à petit par être sûr et certain que mon chemin, c'est bien celui-là. Je te remercie, David, pour ce temps. Et j'espère vraiment que ma communauté va avoir un retour aussi positif que moi sur cette rencontre et sur ces réponses. Merci à toi, en tout cas. Il fallait que ça fasse un peu fin, donc j'ai dû couper.